Je m'appelle Julien Bernard, j'ai 39 ans et je suis professeur de littérature au lycée Victor Hugo à Nantes depuis 12 ans. J'ai toujours été quelqu'un qui remarque les détails, que ce soit en analysant les subtilités d'un roman ou en observant les interactions dans une conversation. Cette capacité m'a beaucoup servi en classe, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle me serait essentielle pour surmonter la période la plus sombre de ma vie. Pendant près de 2 ans, ma mère, Jeanne Mercier, s'est battue contre un cancer en phase avancée. Les médecins lui donnaient 18 mois, mais elle a tenu 23 mois. Elle était forte, têtue, jusqu'à la fin. Durant cette période, je jonglais entre les visites à l'hôpital, la gestion de ses soins et les efforts pour maintenir mon mariage à flot. Ma femme, Charlotte Roux, avait 36 ans à l'époque. Nous étions ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 6, du moins, c'est ce que je pensais. Avec le recul, je vois maintenant que les signes étaient là bien avant que je ne les accepte. Charlotte a commencé à se montrer distante environ 6 mois avant la fin de ma mère. Au début, j'ai attribué cela au stress. Voir un proche décliner lentement affecte tout le monde. Mais sa distance n'était pas liée au chagrin. C'était autre chose. Elle a cessé de s'enquérir de l'état de ma mère. Elle passait à l'hôpital pour de brèves visites, 20 minutes tout au plus, puis prétextait des emails professionnels à traiter. Son téléphone était devenu une extension de son bras. Elle le gardait jalousement, inclinant l'écran dès que j'entrais dans la pièce. Les fissures dans notre mariage se sont élargies, mais j'étais trop absorbé par les soins de ma mère pour creuser davantage. J'avais confiance en Charlotte. C'était mon erreur. J'ai appris que la confiance doit se mériter en continu, pas être accordée aveuglément. 3 semaines avant les obsèques de ma mère, j'ai découvert la vérité, presque par hasard. Charlotte avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le plan de travail de la cuisine. Elle était sous la douche et j'avais besoin de vérifier mes emails, mon téléphone étant à plat. En ouvrant le navigateur, ses messages Instagram étaient déjà affichés. Je n'ai pas eu à fouiller, tout était là, sous mes yeux. Des messages d'Antoine Laurent, un ancien ami de fac. Nous l'avions connu à l'université de Nantes, un de ces types charmants mais jamais tout à fait fiables. Après nos études, il était parti travailler à Paris et nous avions perdu contact. Du moins, c'est ce que je croyais. Pas Charlotte, apparemment. Les messages remontaient à 4 mois. 4 mois de projets, d'échanges intimes, de discussions sur leur avenir commun. Notre avenir, devrais-je dire, car il comptait utiliser l'héritage de ma mère pour financer leur nouvelle vie. Charlotte lui avait déjà parlé du montant attendu de l'héritage. Ils avaient évoqué des appartements à Paris, calculé le dépôt pour un achat, plaisanté sur le timing parfait de la situation. Je suis resté planté dans la cuisine, lisant ces messages, et quelque chose en moi s'est glacé. Pas de colère, pas de désespoir, juste une froideur absolue. J'ai photographié chaque message, chaque plan, chaque blague cruelle sur ma mère mourante, considérée comme leur aubaine. Puis, j'ai refermé l'ordinateur et continué ma journée comme si de rien n'était. Quand Charlotte est descendue, cheveux mouillés, arborant ce sourire fin qu'elle maîtrisait si bien, je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour le dîner. Elle a répondu que des pâtes feraient l'affaire. Nous avons mangé en silence, comme depuis des mois. Cette nuit-là, une fois qu'elle s'est endormie, j'ai contacté Pierre Roux, un avocat que je connaissais grâce à une consultation juridique pour le lycée. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a écouté sans juger, a pris des notes et m'a conseillé d'agir vite. En 48 heures, j'ai déposé une demande de séparation légale. Les documents étaient prêts, mais pas encore notifiés. Pierre m'a expliqué qu'en France, le timing était crucial et qu'il fallait protéger tous les actifs avant que Charlotte ne se doute de quoi que ce soit. Nous jouions sur le long terme. La conversation la plus importante a eu lieu avec ma mère. Elle était encore lucide la plupart du temps, malgré les médicaments contre la douleur qui embrouillaient parfois ses pensées. Je lui ai rendu visite seul, un après-midi, en envoyant Charlotte faire une course inventée. Je lui ai tout raconté, lui montrant les messages. Je m'attendais à de la colère, peut-être des larmes. Au lieu de cela, elle a souri. Un sourire triste, chargé de décennies de sagesse. Je savais qu'il y avait un problème, m'a-t-elle dit, la voix faible mais ferme. Je le voyais dans sa manière de ne plus te regarder. Nous avons passé les 2 heures suivantes à revoir son patrimoine. Ma mère, ancienne comptable pendant 30 ans, était méticuleuse avec ses finances. Avec Pierre, nous avons modifié son testament, créé des fiducies, désigné des bénéficiaires clairs et érigé des barrières juridiques rendant impossible toute réclamation de Charlotte. Chaque compte a été restructuré, chaque actif protégé. Ma mère a signé les documents d'une main tremblante, mais avec une détermination intacte. Elle a aussi confirmé que j'avais toujours maintenu un compte bancaire séparé pendant le mariage, distinct de notre compte joint.
Cette précaution s'est révélée cruciale. Ne la laisse pas prendre ce que j'ai bâti, m'a-t-elle dit. J'ai travaillé trop dur pour que ça finance une trahison. Je lui ai promis que cela n'arriverait pas. C'était 2 semaines avant son décès. Pendant ces 2 dernières semaines, j'ai maintenu la façade. Je rentrais chaque soir, préparais le dîner, demandais à Charlotte comment s'était passée sa journée. Elle répondait vaguement, son attention toujours attirée par son téléphone. Parfois, je la surprenais à sourire à l'écran, ce sourire intime qu'elle me réservait autrefois. Maintenant, il était pour Antoine. Je l'observais comme j'analysais un roman avec mes élèves, cherchant les thèmes, les motivations, l'arc narratif de sa tromperie. Elle n'a jamais soupçonné que je savais. Ce fut son erreur fatale. Elle a confondu mon silence avec de l'ignorance. Ma mère est décédée un mardi matin, mi-août 2025. J'étais à son chevet, tenant sa main pour son dernier souffle. Charlotte était censée être là, mais elle m'avait envoyé un message disant qu'elle était coincée dans les embouteillages. Elle est arrivée 20 minutes après le décès, consultant encore son téléphone en entrant dans la chambre d'hôpital. Elle m'a enlacé, à prononcer les mots qu'on attend dans ces moments-là, mais je n'ai rien ressenti. C'était une étrangère portant le visage de ma femme. Les obsèques étaient prévues le samedi suivant. Les 4 jours entre le décès et l'enterrement ont été un tourbillon de préparatifs, d'appels et de paperasse. Charlotte aidait à sa manière, superficielle. Elle a contacté la maison funéraire, envoyé les faire-part, commandé des fleurs, jouant à la perfection la belle-fille dévouée. Mais je remarquais les moments où elle s'éclipsait pour prendre des appels, les heures où elle disparaissait sous prétexte d'errant pour le service. Je savais où elle allait, qui elle voyait. Pierre a travaillé rapidement pendant ces jours-là. Les documents de séparation étaient finalisés, le patrimoine réglé. Tout avait été transféré selon le testament révisé de ma mère. Le nom de Charlotte n'apparaissait nulle part. Chaque actif, chaque compte, chaque propriété était soit en fiducie, soit transféré à mon nom avant son décès. Tout était légal, documenté, irréversible. Le vendredi soir, veille des obsèques, Charlotte est venue me voir alors que je relisais mon éloge funèbre dans mon bureau à la maison. Elle est entrée sans frapper, un signe de plus du respect qui s'effritait depuis des mois. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Je l'ai regardée. Elle portait un jean et un pull, mais s'était maquillée, ce qui m'a semblé étrange pour une soirée tranquille à la maison. Puis, j'ai compris qu'elle revenait probablement d'un rendez-vous avec Antoine. « De quoi ?» ai-je demandé. Elle s'est assise en face de moi, hésitante. « Je pense qu'on devrait parler de nous, de notre avenir. »« Notre avenir ?» ai-je répété. « De quoi parles-tu » Elle a baissé les yeux. « Je crois qu'on devrait se séparer, prendre du recul, peut-être de manière définitive. » L'audace de sa proposition m'a presque fait rire. Elle voulait me quitter, mais en faisant passer cela pour une décision commune, espérant la sympathie de nos proches et, sans doute, une part de l'héritage. « Depuis quand penses-tu à ça ?» ai-je demandé calmement. « Ça fait des mois, ce n'est pas soudain. »« Des mois ?» ai-je dit. « Intéressant timing ?» Elle m'a regardé vivement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Rien. Juste que demain, on enterre ma mère. Et tu choisis ce soir pour me dire que tu veux divorcer. Je ne veux pas rendre ça plus dur, a-t-elle répondu. Je pense juste qu'on devrait être honnête. Honnête. Le mot flottait entre nous comme une mauvaise plaisanterie. J'avais envie de lui jeter ces messages au visage, de l'avoir cherché des excuses, mais je me suis retenu. Si c'est ce que tu veux, Charlotte, on en parlera après les obsèques. Passons déjà demain. Elle a hoché la tête, presque soulagée. D'accord ? Après-demain ? Elle a quitté la pièce. Et quelques minutes plus tard, je l'ai entendu parler au téléphone, à voix basse, probablement en train de dire à Antoine que tout s'était bien passé, que j'avais réagi calmement. Le lendemain matin, le ciel était clair, un temps d'été trop parfait pour un enterrement. J'ai enfilé mon costume noir, celui que ma mère m'avait offert pour mes 30 ans. Charlotte portait une robe noire sobre, avec des perles, l'image même du deuil respectueux. Nous sommes allés à la maison funéraire en voiture séparée. Elle a prétexté qu'elle pourrait avoir besoin de partir plus tôt si elle était submergée par l'émotion. Je savais pourquoi. Antoine serait là, quelque part dans la foule, et elle voulait pouvoir s'éclipser avec lui. La cérémonie a eu lieu à la maison funéraire Dupont et Fils, rue de la République, un lieu que ma mère avait choisi elle-même des mois plus tôt. Elle avait tout prévu, payé d'avance, sélectionné son cercueil, même suggéré la musique. C'était tout elle. La salle s'est vite remplie. Ma mère était très aimée. Ancien collègue de son cabinet comptable, voisin, membre de son club de lecture, anciens élèves qu'il avait rencontrés lors d'événements scolaires. Les gens partageaient des souvenirs, offraient leurs condoléances. Charlotte jouait son rôle à la perfection, serrant dans ses bras des gens qu'elle connaissait à peine,
acceptant leur sympathie avec une grâce étudiée. Je l'observais de l'autre côté de la salle, et je n'éprouvais que du mépris. J'ai aussi repéré Antoine, à l'arrière, essayant de se fondre dans la masse. Il avait rasé sa barbe depuis la dernière fois que je l'avais vu, des années plus tôt, mais je l'ai reconnu immédiatement. Nos regards se sont croisés, et il a vite détourné les yeux. La culpabilité fait cet effet. La cérémonie a commencé à 11 heures. Le directeur funéraire, un homme discret nommé Thomas Dupont, a guidé tout le monde vers les sièges. J'étais au premier rang, Charlotte à côté de moi, assez près pour donner l'illusion d'un couple uni, assez loin pour éviter tout contact. Derrière nous, les gens s'installaient, les programmes bruissaient, quelques sanglots résonnaient. Thomas a prononcé les mots d'ouverture, puis a présenté le pasteur Martin, de l'église méthodiste où ma mère allait. Il a parlé pendant 15 minutes de la foi, de la force de Jeanne, de son héritage. C'était convenu, mais sincère. Puis il m'a fait signe. C'était à moi. Je me suis avancé vers le pupitre, mon éloge plié dans ma poche, même si je le connaissais par cœur. J'ai regardé la foule, les visages de ceux qui avaient aimé ma mère, qui l'avaient respectée. Puis, j'ai regardé Charlotte, au premier rang, faisant semblant d'essuyer ses yeux tout en jetant des coups d'œil à son téléphone. Ma mère, Jeanne Mercier, m'a appris beaucoup de choses. Ai-je commencé, la voix claire et assurée. Elle m'a appris la valeur du travail. Elle m'a appris à prêter attention aux détails. Elle m'a appris que le caractère se révèle non pas dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on fait, quand on pense que personne ne regarde. J'ai marqué une pause, laissant la phrase résonner. Ma mère était comptable pendant 30 ans. Elle comprenait les chiffres, mais surtout, elle comprenait les gens. Elle savait lire un bilan et en déduire non seulement ce que disaient les chiffres, mais ce qu'ils révélaient de la personne derrière eux. Elle avait ce don de repérer les schémas, de remarquer quand quelque chose ne collait pas. J'ai vu Charlotte remuer sur son siège. Bien, dans ces derniers mois, même en luttant contre le cancer, même quand son corps l'abandonnait, l'esprit de ma mère restait affûté. Elle remarquait des choses, des changements de comportement, des incohérences, des petites trahisons déguisées en gentillesse. Je ne regardais plus Charlotte, mais je sentais son attention fixée sur moi. Elle remarquait, par exemple, quand quelqu'un venait à l'hôpital, mais passait plus de temps sur son téléphone qu'à lui parler. Elle remarquait quand quelqu'un disait faire des courses, mais rentrait des heures plus tard, sans rien à montrer. Elle voyait les absences répétées, les excuses trop pratiques, cette froideur particulière qui se fait parfois passer pour du stress. La salle était devenue totalement silencieuse. Les gens écoutaient, sentant que ce n'était pas un éloge ordinaire. Ma mère m'a dit quelque chose d'important lors de notre dernière vraie conversation. Elle m'a dit que la loyauté ne se prouve pas par des gestes grandioses, mais par l'accumulation de petites actions cohérentes au fil du temps. Elle m'a dit que la trahison fonctionne de la même manière. Ce n'est rarement un grand moment. Ce sont des dizaines de petits moments, de petits choix, de petits mensonges qui s'accumulent en quelque chose d'énorme. J'ai sorti une petite pile de papier de ma poche. Pas mon éloge, autre chose. Je ne les ai pas lus. Je les ai juste tenus, assez visibles pour que Charlotte les voie. 3 semaines avant la mort de ma mère, elle a modifié son patrimoine. Elle était très précise sur ce qu'elle voulait et pourquoi. Elle voulait s'assurer que tout ce pourquoi elle avait travaillé, chaque euro gagné, chaque actif accumulé sur 40 ans de planification minutieuse, irait à des gens qui valorisent la loyauté et l'intégrité. Elle voulait s'assurer que son héritage ne soit pas réclamé par quelqu'un qui attendait simplement sa mort pour commencer une nouvelle vie. Charlotte s'est levée brusquement, le visage blême. Plusieurs personnes se sont tournées vers elle. Elle a marmonné qu'elle avait besoin d'air et s'est dirigée vers l'allée. Mais je n'avais pas fini. Ma mère m'a aussi appris l'importance de la documentation. Elle était comptable, après tout. Elle croyait que tout ce qui est important doit être enregistré, vérifié, classé correctement. Alors, quand elle a découvert que quelqu'un de proche de notre famille prévoyait d'utiliser son héritage pour financer une nouvelle relation, pour commencer une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, elle s'est assurée de tout documenter. Relevés téléphoniques, messages, discussions financières sur l'argent qu'il pensait recevoir et comment il comptait le dépenser. Charlotte s'est figée à mi-chemin dans l'allée. Je voyais ses épaules trembler. Antoine avait déjà quitté la salle. La beauté de la vérité, ai-je continué, toujours calme, c'est qu'elle n'a pas besoin de volume ni de théâtralité. Elle a juste besoin d'être dite clairement, au bon moment, aux bonnes personnes. Ma mère le savait. Elle savait que parfois, la justice la plus puissante consiste à laisser les gens affronter les conséquences naturelles de leurs choix. J'ai replié les papiers et les ai rangés dans ma poche. Puis, j'ai regardé Charlotte, toujours dans l'allée,
les larmes coulant sur son visage. Pas des larmes de chagrin, des larmes d'humiliation et de rage. « Maman, tu m'as bien appris. Tu m'as appris à lire une pièce, à faire confiance aux documents plutôt qu'aux mots, et à ne jamais confondre silence avec ignorance. Repose en paix, en sachant que tout ce que tu as construit est là où tu voulais qu'il soit, protégé, sécurisé, hors de portée de ceux qui ont pris ta générosité pour de la faiblesse. » J'ai quitté le pupitre. La salle est restée silencieuse pendant de longues secondes. Puis, le pasteur Martin, visiblement désorienté, a suggéré de se rendre au cimetière. Les gens ont commencé à sortir lentement, murmurant, jetant des regards entre Charlotte et moi. Charlotte n'est pas venue à l'enterrement. Elle a quitté la maison funéraire par une sortie latérale, trébuchant dans ses talons, le maquillage coulant sur son visage. Je l'ai vue monter dans sa voiture et démarrer en trombe. Plusieurs personnes ont demandé si elle allait bien, si quelqu'un devait la suivre. J'ai simplement dit qu'elle était submergée par le chagrin, qu'ils interprètent cela comme ils voulaient. Au cimetière, sous l'auvent gris installé près de la tombe, j'étais entouré des amis les plus proches de ma mère. Nous avons regardé le cercueil descendre en terre. Le pasteur a dit une dernière prière. Des gens ont jeté des fleurs sur le cercueil. Certains pleuraient, pas moi. J'avais pleuré en privé des semaines plus tôt, quand j'avais réalisé que je perdais la seule personne qui m'avait toujours soutenu. Après le départ des autres, je suis resté quelques minutes, seul avec les fossoyeurs, qui attendaient respectueusement à distance. J'ai regardé la terre fraîche, les fleurs éparpillées sur le cercueil. « Merci, maman », ai-je dit doucement, « pour tout ». Puis je suis retourné à ma voiture et je suis rentré. Les affaires de Charlotte avaient disparu. Elle avait dû faire ses valises pendant que j'étais au cimetière. Son placard était vide, ses produits de toilette envolés. Même les photos d'elle avaient été retirées des murs. Elle avait laissé celles de nous deux, probablement pour que je les brûle moi-même. Sur le plan de travail de la cuisine, j'ai trouvé une enveloppe. À l'intérieur, des papiers de divorce signés par elle, accompagnés d'une note manuscrite. « Tu m'as humilié devant tout le monde, devant ta mère morte. Tu es cruel et vindicatif, et je suis contente de m'éloigner de toi. Mon avocat te contactera pour le règlement de l'héritage. » J'ai presque ri. Son avocat allait me contacter pour l'héritage, comme s'il y avait quelque chose à régler. J'ai pris une photo de la note, l'ai ajoutée à mon dossier de preuves, puis j'ai appelé Pierre. « Elle est partie », lui ai-je dit. « Elle a laissé les papiers du divorce. »« Bien », a-t-il répondu. « Ça simplifie les choses. Je déposerai les documents lundi matin. » Avec la séparation légale déjà en place et les transferts d'héritage effectués avant le décès de ta mère, elle n'a rien à réclamer. La maison est à ton nom, achetée avant le mariage. Ta retraite d'enseignant est protégée. Elle partira avec ce qu'elle a apporté dans le mariage, c'est-à-dire environ 14 000 € de dettes de carte de crédit que tu as remboursées. Et Antoine, ai-je demandé? Rien à voir avec ton divorce. Mais si Charlotte compte sur lui comme filet de sécurité financier, elle devrait y réfléchir à 2 fois. J'ai vérifié. Antoine Laurent travaille dans les ventes pour une entreprise de matériel médical à Paris. Il gagne environ 70 000 € par an, loue un petit appartement dans le Marais pour 2 300 € par mois et, d'après ses réseaux sociaux, dépense son argent en matériel de VTT et en bières artisanales. Ce n'est pas vraiment un ticket gagnant. J'ai remercié Pierre et raccroché. Puis, je me suis servi un whisky, la marque préférée de ma mère, et je me suis assis sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur le quartier. C'était calme, presque paisible. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. Le divorce a été finalisé 6 semaines plus tard. Charlotte n'a rien contesté. Elle ne pouvait pas. Tout était verrouillé, chaque protection en place. Elle a tenté, via son avocat, de réclamer une compensation pour préjudice émotionnel et ses années de soutien pendant la maladie de ma mère. Pierre a clos le débat avec une lettre détaillant son adultère documenté, ses plans pour utiliser l'héritage avec Antoine et la chronologie de sa trahison. Son avocat lui a conseillé de prendre l'accord et de passer à autre chose. Elle l'a fait. Dans les jours suivant les obsèques, plusieurs collègues du lycée m'ont contacté. Certains étaient présents à la cérémonie et avaient tout vu. Ils n'ont pas posé de questions directes, mais leur message montrait qu'ils avaient compris. Quelques amis de ma mère m'ont aussi appelé, offrant leur soutien et, étonnamment, confiant qu'ils n'avaient jamais vraiment fait confiance à Charlotte. C'était étrangement réconfortant de savoir que d'autres avaient vu ce que j'avais été trop aveugle pour remarquer plus tôt. J'ai entendu par des amis communs que Charlotte était partie à Paris avec Antoine. Leur relation a duré 4 mois.
La réalité ne correspondait pas à leurs fantasmes romantiques. Vivre dans un petit appartement avec un seul salaire, payer des factures au lieu de rêver d'un héritage, construire une relation sur une base de trahison, tout s'est écroulé rapidement. Aux dernières nouvelles, Charlotte est revenue à Nantes et travaille comme gestionnaire de bureau dans un cabinet dentaire. Nous n'avons jamais reparlé depuis les obsèques. Quant à moi, j'ai continué à enseigner. Le lycée Victor Hugo m'a proposé le poste chef de département au printemps suivant, et j'ai accepté. La promotion s'accompagnait d'une augmentation, portant mon salaire à un peu plus de 85 000 € par an, confortable pour Nantes et une reconnaissance de mes années de travail. Ce métier me donnait un but, une structure. J'ai créé un club de lecture en l'honneur de ma mère, qui se réunit tous les 15 jours à la bibliothèque municipale. Nous lisons de tout, des classiques à la fiction contemporaine, et j'y trouve une vraie joie à discuter littérature avec des passionnés. J'ai vendu la maison 1 an plus tard. Trop de souvenirs, bons et mauvais. J'ai acheté un petit appartement dans le quartier Grasselin, près des cafés et des librairies, le genre d'endroit que ma mère aurait adoré. J'ai utilisé une partie de son héritage pour créer une bourse à l'Université de Nantes pour les étudiants en comptabilité, au nom de Jeanne Mercier. Ce n'était pas une question d'argent, mais de donner un sens à son héritage au-delà des chiffres. J'ai repris les rencontres amoureuses avec prudence. La confiance ne revient pas facilement après une telle épreuve, mais j'ai appris à mieux comprendre les gens, à repérer les signaux d'alerte, à valoriser la constance plutôt que l'alchimie. J'ai compris que la loyauté se prouve par des actes, pas des mots, et que la bonne personne sera là, surtout dans les moments difficiles. 3 ans après la mort de ma mère, en 2028, je ne regrette pas ma façon de gérer les choses. Certains diront que j'ai été froid, calculateur, peut-être cruel en exposant Charlotte aux obsèques, mais ils ne comprennent pas. Je ne l'ai pas exposée, j'ai simplement laissé la vérité exister dans la même pièce que ceux qui pensaient la connaître. Je l'ai laissé affronter les conséquences naturelles des choix qu'elle avait faits, librement, pendant des mois. Ce n'est pas moi qui ai détruit sa vie. Elle l'a fait elle-même. Un message, un mensonge, une trahison à la fois. Ma mère m'a appris que la vengeance n'est pas une question de spectacle ou de bruit. C'est une question de clarté. C'est s'assurer que tout le monde comprenne exactement ce qui s'est passé et pourquoi, sans distorsion ni manipulation. C'est une question de documentation, de timing et de la satisfaction froide de voir quelqu'un réaliser qu'il a été vu depuis le début. Charlotte pensait être maligne, prudente, capable d'attendre la mort de ma mère pour partir avec la sympathie et l'argent. Elle a sous-estimé 2 choses, l'esprit vif de ma mère et ma capacité à observer. Cette erreur lui a coûté tout ce qu'elle avait planifié. Je rends visite à la tombe de ma mère tous les quelques mois. J'apporte des tournesols, ses fleurs préférées. Je lui parle des bénéficiaires de la bourse, du club de lecture, de la petite vie tranquille que j'ai reconstruite sur les cendres de cette année terrible. Parfois, seule, je la remercie encore de m'avoir appris que le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, le silence est une stratégie. Parfois, le silence est la déclaration la plus puissante qu'on puisse faire. La trahison révèle le caractère des 2 côtés. Elle montre qui est vraiment une personne quand elle pense s'en tirer. Mais elle montre aussi qui vous êtes quand tout s'effondre. J'ai découvert que je suis le fils de ma mère, patient, observateur, stratégique et absolument déterminé à ne jamais laisser quiconque confondre ma gentillesse avec de la naïveté. C'est le véritable héritage qu'elle m'a laissé. Pas l'argent, pas la maison, pas les protections juridiques soigneusement mises en place. Elle m'a appris que la justice ne vient pas toujours des tribunaux ou des confrontations. Parfois, elle vient de la simple documentation de la vérité, de la protection de ce qui compte et du fait de laisser les gens affronter les conséquences qu'ils ont méritées. Charlotte voulait un nouveau départ financé par la mort de ma mère. À la place, elle a eu exactement ce qu'elle méritait. La vérité, dite clairement, au moment où ça ferait le plus mal. Et moi, j'ai gardé mon intégrité, l'héritage de ma mère et la paix de l'esprit qui vient du fait de savoir que je ne suis jamais descendu à son niveau. J'ai simplement répondu à son énergie avec de la préparation, à sa tromperie avec de la documentation et à sa trahison avec la précision froide des conséquences. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer, aucun de nos prochaines vidéos